Bonjour à tous. Donc ici Nazim Malti avec Lenny Simeni. Donc on va aujourd'hui animer une première émission sur le domaine de l'intelligence artificielle. Ce sera donc notre tout nouveau balado au sujet de la littérature et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a justement un invité avec nous. Donc si tu veux, Matane, je te laisse te présenter, nous dire quelques mots sur ton parcours et sur ce que tu fais en ce moment. Alors, bonjour, bonjour. Effectivement, merci beaucoup, Nazim. J'ai beaucoup à dire sur moi-même. Donc, dans le fond, je suis développeur lead full stack passionné, visionnaire en UI UX et propriétaire d'une agence web et de branding. Donc, essentiellement, je travaille et pour une entreprise et pour moi-même. J'ai la vision sur les deux, comment dire, les deux côtés de la médaille. Euh, j'ai une passion pour la photographie, la poésie. Je crée des applications innovantes et des histoires visuelles captivantes tout en dirigeant une équipe de développeurs expérimentés et en gérant mon agence avec mon collègue Éric Chandron, qui est cofondateur de WebCity.dev, mon agence. Donc, ceci est pour ce qui est de mon domaine professionnel. Ça se rajoute OK. également à être que je suis tout récemment nommé CTO d'une entreprise nommée Juice et précédemment connue sous l'entreprise de VE Infinity Charge. Bon, j'ai eu la chance de rebrander complètement. Donc, c'est moi qui est venu avec l'idée de Juice, le logo, le branding. Bon, j'ai utilisé un peu mes skills de Web City. Et pareillement, d'un autre côté, je suis CTO chez What'sAround.me, qui est une application qui va apporter de nouvelles façons de découvrir son entourage. OK, ben, c'est super. Bah, c'est Euh, super, écoute, merci Matane pour la présentation. Juste pour, je me permets d'intervenir pour nos auditeurs, pour apporter un peu de clarté. Pour CTO, en fait, ça veut dire Chief Technological Technical Officer en anglais. C'est plus, si vous voulez, les directeurs des opérations techniques et technologiques dans l'entreprise. C'est vraiment un beau parcours que tu as fait là, Matane. Nazim, je sais que je t'ai interrompu. Est-ce que tu voulais ajouter quelque Non, il n'y a pas chose? de souci. Non, non, vraiment, il n'y a pas de souci. C'était vraiment juste pour dire que c'était super parce qu'honnêtement, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer des personnalités du niveau de Matane. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Merci beaucoup, pareillement. Bah, c'est super. Bah, sur ce, sur ces bons mots, puis sur cette belle introduction, sur ce beau CV, euh, je te dirais, on aurait comme question, quels sont tes objectifs ou tes futurs projets? Mes objectifs, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on parle plutôt professionnel ou de vie? Parce que il y en a, il y en a beaucoup. Bah, je dirais qu'on pourrait faire des objectifs professionnels, un petit peu, puis de vie aussi. Comme ça me permettrait aux auditeurs de plus te connaître. Voilà, donc je commence par la vie, étant donné que malgré que c'est beaucoup, je peux l'encadrer rapidement. Donc c'est la stabilité. J'adore tout ce qui est nature, tout ce qui est respiré, malgré que je suis devant mon ordinateur la plupart du temps. Être à l'extérieur, c'est ce que j'aime le plus. Donc pour la vie, ça serait vraiment la stabilité, que ce soit financière, que ce soit habitationnelle, que ce soit relationnelle, ainsi de suite. Pour ce qui est de plutôt professionnel, donc mon agence webcity.dev. Bien sûr que c'est ce que je vise. J'aimerais vraiment que ça grandisse. Notre vision est vraiment de s'adapter autour du client et de développer des applications et des sites web vraiment comme que le client désire. C'est vraiment apporter la vision du client en œuvre. Donc, ce serait vraiment cela. Sinon, de côté, comme mentionné, je développe plusieurs projets. Et donc là, il y a deux grands projets qui se développent, plus certains qui sont à côté. Mais des projets, ça peut toujours devenir une opportunité. Donc, si jamais j'arrive à faire mon nom en ligne, ce serait vraiment un rêve pour moi. OK. Ben écoute, n'hésite pas, tu vois, à développer davantage si tu souhaites concernant tes entreprises. Je sais qu'il y avait certaines choses sur lesquelles tu voulais plus garder ça pour toi pour le moment. Mais en même temps, voilà, donc ça pourrait être aussi une belle occasion, tu vois, pour les auditeurs, tu sais, d'en découvrir davantage sur quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat. On aimerait ça savoir, toi, ton avis sur l'aspect plus du réseautage et de la collaboration. Comment est-ce que toi, tu vois cet aspect-là dans tes projets? Quelle importance est-ce que tu y donnes? La collaboration, la communication, le réseautage, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Et ce, dans tous les domaines, étant donné qu'on est humain, on est des êtres
malgré qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, social. Donc, pour moi, la collaboration et la communication sont clés, surtout en développement, donc tout ce qui est informatique. À journée longue, nous sommes multiples développeurs sur un projet et on travaille sur différentes branches, sur différentes fonctionnalités. Donc, la coordination est obligatoire. Arrive que quelqu'un travaille sur la même branche, disons que moi, eh bien, le tout brise. Donc, c'est obligatoire, c'est quelque chose de crucial. Euh, pour ce qui est de plus partie entrepreneuriale, le réseautage, c'est important pour établir des contacts, partage d'idées, trouver des opportunités de croissance. En vrai, c'est comme ça que j'ai développé toutes, que ce soit WebCity, Juice, What's Around ou autres projets. C'est vraiment en parlant des personnes qui ont les mêmes visions que moi et même des fois différentes. Ouais, ben justement, c'est ça. Si toi, par exemple, tu avais un conseil à donner, euh, admettons quelqu'un qui, comme ça, se lance en entreprise, il se dit, ben écoute, moi, maintenant, je sais pas, j'ai ma chaîne YouTube, comment tu me conseillerais, tu sais, pour trouver des coéquipiers, des collaborateurs? Toi, tu ferais quoi? Ah, ben, ça dépend vraiment justement de ton domaine. Donc, YouTuber, ça serait vraiment d'aller dans tout ce qui est conférences, euh, que ce soit cinéma, que ce soit vidéo, que ce soit de l'audio, c'est tout dans le même domaine. Moi, de mon côté, c'est tout ce qui est informatique, technologique, entrepreneurial, et même des fois, ça ça n'a jamais tué quelqu'un d'aller participer à une conférence qui n'a pas nécessairement de rapport avec le domaine, mais qui est en relation, disons. Et Ouais, il y tu a trouves tout. pas ça difficile, des fois, d'aborder certaines personnes que tu ne connais pas pour te lancer dans un projet? Parce que souvent, tu vois, il y a ce dilemme-là en entrepreneuriat. On dit, il faut pas faire de business avec la famille, mais en même temps, ce sont les gens les plus proches, c'est les amis les plus intimes, les membres de la famille qu'on connaît le mieux, mais avec lesquels on a le plus de conflits d'intérêts. Et c'est l'opposé pour les gens qu'on connaît pas. Il n'y a pas de conflit d'intérêts, en tout cas très peu. Mais justement, le lien de confiance est plus difficile à bâtir puisqu'on connaît pas la personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, dans ma famille, justement, il y a une business à Boiserie Alpin. Et disons que ça m'a pas pris longtemps pour comprendre qu'effectivement, travail et famille, ça ne va pas toujours ensemble. Cependant, pour ce qui est des amis, c'est, en vrai, ça dépend comment que tu gères tes relations. Pour moi, des amis, c'est des gens proches avec qui j'ai confiance. Et pour moi, développer un projet avec un ami, c'est un rêve. On se connaît, euh, autant professionnellement que personnellement. Donc, pour ce qui est amis et famille, ça dépend vraiment de comment que tu tiens tes relations. En ce qui est de parler à des gens euh, que je ne connais pas, oui, je ne suis pas la personne la plus sociable. Des fois, je trouve que je suis un peu antisocial. Mais en vrai, c'est d'y aller avec la confiance. Si tu sais ton produit, si tu connais ta personne, parler de toi ou de ce que tu fais, c'est comme parler à toi-même. Oui, ouais, tout à fait. Je voulais savoir ton avis à toi, Lenny, là-dessus. Tu vois, par exemple, des fois, est-ce que tu as, justement des amis auxquels tu tiens dans un projet? L'enjeu, je pense aussi, tu vois, de quand même mener à bien le projet, donc d'atteindre des objectifs. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas bien? C'est toujours, tu vois, ce dilemme-là de savoir, ben, est-ce que je priorise la relation puis je lui dis pas que j'aime pas son travail? Ou est-ce que justement, euh, je lui rentre un peu dedans, je lui dis, écoute, si ça marche pas, on va devoir arrêter le projet ensemble, tu vois? Je sais pas comment toi tu l'abordes. Ouais, je l'aborderai plutôt en étant ouvert et honnête. Je pense que dans un projet d'affaires, puis bon, même après dans le mantra que j'ai un peu dans la vie en général, c'est quand même une bonne chose d'exprimer un peu ce que l'on pense c'est par rapport à une relation surtout amicale. Et je trouverai des moyens d'amener des objectifs clairs pour savoir quelles sont les attentes qu'il y a avec le projet et de dire à mon ami bah, quand est-ce que ce serait bien de corriger le tir ou tout simplement de dire bon écoute le projet malheureusement ce n'est pas pour moi ou je vais devoir il va falloir qu'on change notre manière de faire parce que ça ne fonctionne pas malheureusement. Je pense que c'est important de garder une communication claire et ouverte dans les deux sens évidemment pour éviter d'avoir des problèmes. C'est un peu comme un tas de poussière je dirais qu'on mettrait dans un coin d'une pièce et qu'on prendrait pas soin de ça. Il faut vraiment absolument que la communication soit symétrique et soit saine pour avoir une bonne relation d'affaires. Je Ben suis oui, tout d'accord. à fait. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi aussi. Donc, ça pourrait nous emmener vers notre prochain point. Je ne sais pas si tu voudrais enchaîner. Oui, bien sûr. Donc, si tu avais par exemple, Mathan, dans le meilleur des mondes, les ressources illimitées, financières, ressources humaines, ressources en temps, quel projet est-ce que tu lancerais, et notamment dans l'intelligence artificielle?
Donc, bien sûr, tout en restant dans mon domaine qui est la technologie, en vrai, la programmation applicative, fonctionnelle, si on y va avec l'intelligence artificielle, c'est sûr que mon idée sera aux alentours de l'apprentissage piloté par l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est plus l'éducation pour la communauté plus jeune, la future génération. D'après moi, l'intelligence artificielle a apporté beaucoup de plus, mais pour ce qui en est de la génération en dessous de nous, ou ceux qui ont grandi dans le fond avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de paresse sur l'apprentissage. Donc, ça serait vraiment à développer avec l'intelligence artificielle, que ce soit une application, une plateforme ou une méthode d'éducation moderne. Qu'est-ce que tu veux dire par paresse dans l'apprentissage? Est-ce que c'est le manque de volonté, le manque de moyens? Est-ce que c'est au niveau de la recherche? Donc, il y a beaucoup de façades, mais en vrai, ce qui est le plus montré chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est la paresse dans la recherche. Rechercher, c'est très important. L'être humain, il cherche. On a toujours cherché. Et maintenant, on a tout qui se trouve devant nous. On n'a même plus besoin d'écrire. On demande à l'intelligence artificielle de nous donner une réponse et on a tout sous notre nez. Mhm. Donc ouais, effectivement, ce serait comme si on délèguerait une partie de notre cerveau, qu'on le mettrait, je sais pas moi, dans ChatGPT ou dans Gemini, et puis on dit, bah, pense pour moi, sors toute la magie pour moi. On a des outils qui partent dans tous les sens maintenant. On est capable de faire tellement de choses qu'il y aurait une certaine, effectivement, bah, paresse dans le comportement humain, finalement. Exactement. Je ne Ouais. sais pas si on peut vraiment parler à ce niveau-là de paresse, parce que si vous comparez, il y a ne serait-ce 20 ans en arrière, et même ça, Obama l'avait dit dans l'un de ses discours à partir, je pense, que c'était en 2009, il disait qu'on était rentré dans une ère de l'hyper-information et de la sur-information, et de là aussi a découlé tout le mouvement des deepfakes et de la fausse information et de la malinformation. Mais si on remonte ne serait-ce 20 ans en arrière, les gens n'avaient pas autant accès à autant de ressources. Le monde était plus petit, dans le sens que notre réseau de contacts, les personnes qu'on visitait, les endroits dans lesquels on voyageait, c'était notre ville, notre famille, notre petite localité. De nos jours, n'importe qui, même dans les pays du Sud, vous pouvez prendre un billet d'avion puis vous rendre à l'autre bout du monde, accéder à des informations de partout et remonter des siècles en arrière. Puis je pense que les gens d'autrefois, il y a 30, 40, 60 ans en arrière, n'avaient pas accès à toutes ces informations. Peut-être que le monde aujourd'hui, il est tellement devenu saturé. C'est pas tant que les gens sont devenus stupides, mais c'est qu'on est devenu tellement dans un quotidien de l'hyper-divertissement, de l'hyper-contenu des réseaux sociaux, des films, des séries, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. Qui est trop de Oui, stimuli. oui, si je peux juste rentrer dans Là, ce sont en d'autres sujet. sujets là. Ouais, ouais, j'ai vraiment Non, mais changé de. c'est très intéressant. Je sais pas, je vais essayer de le traduire en anglais. Je Vas-y. sais pas si vous avez entendu parler de l'effet fontaine à chaîne. Non, qu'est-ce Non, que pas du c'est? tout. Donc, en anglais, c'est le chain fountain. Fontaine de chêne en français, de ce que je vois ici. Donc, avez-vous déjà vu l'effet qu'on met une chaîne dans un verre et nous commençons seulement à le faire sortir du verre et toute la chaîne sort complètement sans Ah, aucune force ajoutée. oui, j'ai vu OK. ça, oui. OK, Ok. ouais, Donc, continue. donc, ça serait intéressant de mettre un lien justement dans le balado pour que les gens puissent voir ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Parce que essentiellement, d'après moi, oui, effectivement, il y a de la surinformation, comme tu dis, Nazim. Cependant, il y en a tellement eu en même temps que ça a commencé à déborder et que maintenant, ben, ça a tellement débordé que, voilà, avec tout ce qu'on apprend, ou du moins ce que les jeunes apprennent, et à la fin, ils n'ont rien appris. Rien d'important, du moins. C'est ça, c'est pas qualitatif. C'est du contenu de divertissement, c'est des jokes, Exactement. c'est C'est du exactement. contenu. Hmm. Et nous Ouais. voyons les plateformes algorithmiques comme Facebook, YouTube, notamment TikTok, qui jettent de l'information vraiment inutile, même qu'il y a un terme pour cela que j'ai appris récemment, cette fin de semaine même. En anglais, ça s'appelle du brain rot. Ouais. Comment je pourrais le traduire en français? Comme Pourriture de cerveau. ouais, comme un cerveau qui dépérit, qui se perd, qui pourrit. Exact. Exact. Et c'est un mot que justement les jeunes d'aujourd'hui utilisent parce qu'ils savent ce qu'ils font.
à leur cerveau, mais pour eux, ce n'est pas quelque chose d'important. Pour eux, c'est de l'amusement, c'est du divertissement. Mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre en même temps qu'on n'apprend rien à la fin. Il n'y a pas de spécification. Est-ce que c'est pas un reflet de notre, je dirais, d'un certain aspect humain, d'un comportement humain? Moi, j'ai un peu vu cette vision-là de l'intelligence artificielle. Bon, je vais dire surtout les, on verra un peu plus tard, mais les modèles de langage, les grands modèles de langage comme un miroir finalement, où on peut avoir ou extraire la meilleure fonctionnalité de ces outils-là à la limite et à la hauteur de nos compétences. C'est un peu comme, moi j'aime bien avoir cette analogie entre une hache, quelqu'un qui veut se couper un arbre et qui a le choix entre avoir une hache et une tronçonneuse. Bah, si ça se trouve, si la personne est plus expérimentée, elle pourra avoir de meilleurs résultats avec une hache qu'avec une tronçonneuse, dépendamment de ses compétences et comment elle est capable de manier la technologie finalement. Donc est-ce que c'est pas justement un reflet de notre société où on est beaucoup dans le divertissement, dans la dopamine, dans la satisfaction rapide, ce qui fait qu'on a tout ce bruit-là, tout ce brouhaha, et on n'est pas tellement concentré, on est très distrait finalement. Donc, d'où C'est l'importance exact. des modèles de langage pour filtrer le tout, tu vois. Des moteurs de recherche comme Google, des outils d'assistance vocale, etc. Parce qu'imagine un monde d'une telle complexité et tu jettes l'être humain là-dedans, surtout un nouveau-né, un jeune enfant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme tu dis à quelqu'un, va dans la jungle, pas de briquet, pas de machette, pas de corde, pas de pansement. Ça devient compliqué, tu vois, je sais pas. Non? Toi, Martin, tu en penses quoi? Oui, mais en même temps, non. Comme un ordinateur, dépendamment de ce que tu ouvres comme fenêtre, tu as besoin de ta mémoire, de ta performance. Donc, disons, si on parle en termes informatiques, tu as le cœur, le CPU, tu as la carte graphique, le GPU, et le tout est utilisé pour la fenêtre dans laquelle tu as ouvert. Disons, j'ouvre par exemple mon jeu vidéo, je joue, j'ai besoin de toute la performance nécessaire pour jouer à ce jeu. Donc, si je reflète vers ce que nous avons en ce moment, donc voilà, j'ouvre, je ne sais pas, la présentation que j'ai besoin de faire pour l'école. Il faut que je recherche les images. Il faut que j'écris ce que je veux écrire pour ma présentation. Il faut que je corrige mes erreurs. Aujourd'hui, c'est fais une présentation pour moi, s'il te plaît, et j'ai fini mon travail. Donc, pourquoi justement, j'aimerais, si j'avais les ressources infinies ou même si j'avais un peu plus de temps, travailler sur une façon ou une méthode plus moderne pour l'apprentissage. J'ai des petits cousins, j'ai des même un ami d'enfance, Kenzie, que son petit frère, je le vois grandir dans ce monde. Et l'intelligence artificielle, elle est surutilisée. Tu faisais Ils à apprennent mauvais rien. escient. Exactement. C'est C'est pas que sûr que ça l'intelligence dépend qui artificielle est mauvaise l'utilise. en soi. C'est ça, ça dépend aussi comment Non, tu l'utilises. Quelqu'un comme toi ou comme moi, si on a des entreprises de business, on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise toujours à bon escient, mais de ce c'est que tu exact. dis, c'est pas la même chose que la plupart des gens qui n'ont pas forcément de projet d'entreprise, qui s'en servent pour jouer, pour se distraire. Et en résumé, pour toi, si on revient à la question que tu avais posée, Lenny, si tu avais des ressources illimitées, toi, tu positionnerais ton projet d'entreprise sur le domaine de l'éducation. Parce que pour toi, l'évolution de l'intelligence Exactement. artificielle doit se faire de concert avec l'évolution de l'homme, pas en effaçant l'homme de l'équation. Voilà. Et il faut guider cette intelligence artificielle. Et c'est le cas de tous les modèles de langage. J'apprends justement récemment à développer mon propre LM, Language Model, langage Mhm. d'intelligence artificielle. Et vraiment, l'idée en arrière, c'est de guider l'information d'une manière spécifique pour recevoir un output, donc un résultat, comme que l'on cherche. Donc, c'est la même chose. La même façon que l'intelligence artificielle fonctionne, nous, on a besoin de fonctionner avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, oui, tout à fait. Puis Tout ça à me fait fait, ouais. beaucoup penser au projet de Elon Musk, où ce qu'il développe avec Neuralink des implants neuronaux. Ben, c'est pas 100% la même chose de ce que tu dis, mais ça rejoint un certain point sa pensée, où est-ce que lui, dans les mouvements transhumanistes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a deux grands mouvements. Ceux qui croient que l'homme va se développer euh, et rester dans sa nature biologique, euh, et aspirer à avoir certains caractères divins, donc une énorme force, une énorme intelligence, une énorme mémoire, etc., une énorme longévité. Et il y a ceux qui croient, donc ça c'est le mouvement en plus de Elon Musk, et il y a ceux comme Larry Page, Sergey Brin, donc les fondateurs de Google, de Alphabet, ainsi que Sam Altman, le président
OpenAI, qui eux ils penchent plus du côté du post-humanisme. Pour eux, c'est une évidence que 2040-2050, il y aura un point de singularité, un point de non-retour avec une intelligence artificielle générale et que tôt ou tard, Oui, il faudra qu'on bascule sur le silicone, que l'homme biologique va exact. disparaître. Ouais. Exact. Si je peux mettre l'emphase là-dessus, justement, j'avais d'ouvert ici devant moi dans mon écran. Euh, de ce que toi tu parles, et moi j'y crois vraiment, justement, l'intelligence artificielle qui va être un point de singularité chez l'être humain. Je te donne un exemple là. Avant l'intelligence artificielle, avant que ce mot a été surutilisé, c'est quoi, depuis 2023, 2022, Ouais, 2022, ouais. l'intelligence artificielle existait déjà sous le nom d'assistant personnel. Cortana, Alexa, C'est Siri, vrai. euh, c'est la même chose essentiellement. La seule chose qui est différente, dont on appelle ces intelligences artificielles Artificial Narrow Intelligence en anglais, ANI, ce sont des assistants personnels. Ils sont là pour nous aider, pour, disons, alimenter nos recherches. Aujourd'hui, on se trouve avec Artificial General Intelligence, AGI, comme ChatGPT, Gemini, Claude. Eux, essentiellement, existent pour penser comme un humain. Non seulement pour nous aider, mais vraiment de penser et parler comme un humain. Et nous arrivons, je dis nous arrivons, mais ceci n'est pas bientôt, malgré que la technologie est exponentielle, au ASI, Artificial Super Intelligence, dont Elon Musk en parle et autres personnes dans le domaine, qui est un AI capable de penser au-delà de ce qu'un humain peut penser. Et pour le moment, c'est vraiment abstrait, on ne peut pas vraiment y penser parce qu'on est seulement humain. Mais c'est quelque chose qui est en développement. Cette Toi, singularité dont tu parles, Nazim. toi, tu vois pas l'outil euh, le nom de la compagnie m'échappe, BlackRock. Donc Alibaba, ça, tu le vois pas déjà comme un embryon de ASI, de super intelligence? Non, non, Non? vraiment, l'ASI, c'est. Je vais donner un exemple, mais Jarvis dans Iron Man, Skynet dans Terminator, c'est un peu cette intelligence artificielle qui pense au-delà de l'humain. Elle peut développer ses propres outils, elle peut. Dans le fond, ça va nous surpasser. Dès que c'est actif, c'est un point de singularité. On ne peut plus retourner en arrière. Parce que je ne sais pas si tu savais, mais beaucoup de compagnies financières tu sais, vont faire du trading, vont jouer dans le domaine des finances, utilisent les Oui, outils de BlackRock, donc c'est ça, comme des sous-traitants, et puis ils utilisent le Alibaba, cette super intelligence qui est unique au monde, dans le sens qu'il n'y a aucune compagnie comme BlackRock qui détient une telle quantité d'informations, où est-ce qu'ils connaissent tout sur la météo, sur les mouvements des marchés, sur l'économie, sur la politique. Ils croisent les données, ils utilisent des experts, des psychologues, des économistes, etc. Et ils sont capables d'anticiper le mouvement des marchés et de spéculer à la hausse, à la baisse, enfin, tu vois. Et c'est fou quand tu y penses, le pouvoir qu'ils contrôlent. Donc, quand toi, tu me parlais de ça, ça me faisait penser un peu à BlackRock. Je ne sais pas si toi, pour toi, ça, c'était un exemple de super intelligence N- ou non, pas du tout. non, justement, ça reste que malgré tout, de la façon que cette intelligence artificielle fonctionne, malgré sa rapidité et l'information qu'elle détient, elle pense et elle agit comme un humain. Le but d'une intelligence comme que moi je te parle, c'est au-delà de. Elle va construire ses propres langages d'intelligence artificielle pour ses propres outils. Ça va être complètement un autre être. C'est sûr que c'est vraiment abstrait. Ça vient quasiment des films de science-fiction, mais on se rapproche de plus en plus. Avez-vous entendu parler de Devin AI? Non, qu'est-ce que Non, c'est? qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est plutôt dans mon domaine à moi. Quelque chose en développement en ce moment. Il y a déjà des personnes qui ont accès à la version pré-alpha. Essentiellement, c'est un AI qu'une firme de développement comme la mienne engage et puis il fait tout ce que je lui demande. Maintenant, quand je dis cela, ce n'est pas nécessairement comme ChatGPT qu'il faut avoir du back and forth, donc parler avec elle. Vraiment, je lui donne toutes les spécifications du projet. Je le laisse travailler pendant une semaine. Je reviens. Le tout est déjà développé, envoyé au client, prêt à être utilisé en ligne. Il fait tout. Waouh. Oh, c'est Et super. ça fait vraiment peur pour mon domaine, étant donné que, ben, si c'est le cas, on n'a pas besoin de développeurs.
Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Mais est-ce que Ben le écoute, code qui ouais, est produit, la qualité est bon? Parce que c'est un des problèmes justement des grands modèles de langage aujourd'hui, même pour en avoir fait un peu l'essai. Moi, bien souvent, bon, c'est pratique pour prototyper et pour développer des idées, mais vraiment pour coder, là, pour programmer. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est un code impeccable. J'ai essayé une version semblable qui fait seulement le côté back-end, donc tout ce qui est Mhm, dans les données, mhm. nommé Jovu. C'est gratuit. Dans le fond, c'est gratuit pour une durée limitée. Et le code qu'il m'a sorti est impeccable. Impeccable. Wow. ben écoute, j'allais te poser aussi une autre question, mais je pense que tu as déjà commencé à y répondre. Pour toi, c'est quoi les principaux avantages et désavantages justement dans l'utilisation de l'IA? Et là, tu peux aller dans le domaine de ton choix. Est-ce que tu veux rester général ou tu veux parler spécifiquement du marché de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, enfin, à ta guise? Je pense que ça peut déjà commencer à développer tes points de réflexion sur le domaine de Oui, l'éducation et de la jeunesse. oui. Dans le fond, avantages et inconvénients, c'est vraiment 50-50. Euh, Encore une fois, ça dépend qui l'utilise et comment. Comment est-ce que cette intelligence est guidée? Maintenant, si on parle d'avantages dans toutes sortes de domaines, je donne un exemple, le domaine médical, il y a beaucoup de tâches qui prennent beaucoup de précision d'un humain aujourd'hui, qu'on peut déléguer et plutôt se concentrer sur les tâches euh, qui sont plus importantes comme les chirurgies microscopiques, dont l'AI va bientôt justement faire également. Si on parle dans la programmation, on coupe le temps de développement, je dirais, à la moitié, sinon plus. Pourquoi? Parce que les petites tâches, les corrections de bugs, c'est, c'est automatique. Mhm. Elle sait exactement, je dis elle, mais ça peut être n'importe quoi, bien sûr, mais l'intelligence artificielle peut directement trouver l'erreur, corriger l'erreur, déployer le fixe. Et je n'ai pas besoin de faire cela. Je peux me concentrer sur le développement de l'application dont le client a besoin. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines où les tâches qui sont longues et répétitives, on peut le déléguer à l'intelligence artificielle. C'est quand même un grand avantage. L'intelligence artificielle qu'on a en ce moment, comme je vous ai dit, c'est comme un humain, comme un humain. Ça pense Ouais. comme un humain, puis ça agit comme un humain, dépendamment de ce que tu lui dis de faire. Donc l'avantage est là. Si on parle d'inconvénients, il y a la perte d'emploi, mais qu'on peut voir aussi comme la modification ou la création d'emplois aussi. Donc, il y a autant la création et la perte d'emploi qui existent, et ce, depuis toujours. Dès que l'Internet est venu, il y a eu une perte d'emploi et une création d'emplois. Et je peux aller encore plus loin. Quand les machines euh, à l'huile font... Quand les machines à l'huile ont existé, il y a beaucoup de, disons, je donne un exemple, les fermiers qui ont perdu leur travail, mais ils en ont trouvé d'autres. Mhm. Donc, euh, est-ce que je peux compter cela comme un inconvénient? Pas vraiment. Pour ce qui est dans l'éducation, encore une fois, dépendamment comment que c'est utilisé, pour le moment, comme que j'ai mentionné, ça simplifie beaucoup l'éducation. Donc, on n'a pas besoin beaucoup d'apprendre. On a toutes les réponses devant nous. Il y a des appareils qu'on peut maintenant procurer, comme des lunettes, ceux de Meta, qui peuvent tout faire pour moi. Je regarde un livre, puis je lui dis, donne-moi un résumé de ce livre. Plus besoin de lire le livre. Et ainsi de suite. Donc, je le vois comme un inconvénient, mais aussi un avancement technologique. Au final, Et ça dépend de la personne. ouais, Ça dépend de la personne ça parce qu'une dépend de la personne personne. qui est en début de carrière, qui est ouverte d'esprit, qui est prête à se former, à se coacher, elle va accueillir, tu vois, les innovations technologiques, les formations informatiques, etc. Mais quelqu'un Oui, qui est en fin de carrière, de l'ancienne génération, et là, je ne veux pas faire d'agisme, exactement. mais voir ce que je veux en venir, il y a certaines personnes qui sont plus réticentes. Ah ben moi, j'ai pas vraiment envie de changer Exactement. de système. Ouais. On était habitué de travailler à l'école avec un tableau C'est plus normal, c'est difficile, à la ouais. craie. Mm. Là, on est rentré dans les smart boards. Je sais pas si vous avez remarqué ça, c'est un certain nombre d'années Oui, dans les écoles Mhm. effectivement. secondaires et Mhm. tout. Ça, il y a eu de la controverse là-dessus. Oui. Justement, je voulais te relancer là-dessus, Lenny. Est-ce que selon toi, au final, tout le développement de l'IA n'est pas aussi en quelque part encadré ou enchaîné au développement de la robotique? Parce que pense juste au film, là, moi, c'est l'exemple qui me vient souvent. Comment donner une meilleure expérience utilisateur, que ce soit pour les gamers ou bien les gens qui aiment le cinéma, les séries, les films, etc.
c'est la limitation de la machine. Comment ça se fait qu'on ne capte juste que le son et l'image? Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, des machines qui nous donnent l'odeur durant le film ou la sensation du toucher? Tout Tu vois, à comme des fait. gants qui nous donnent les vibrations. Je sais que les manettes font ça, tu vois, de PlayStation, par exemple. Ouais, la dernière manette de PlayStation fait ça, par exemple. C'est un des gros arguments de vente euh, Oui, de la DualSense, que ça peut 3D vibrer d'une certaine Touch. façon. Ouais, tout à fait, exactement. Mais ouais, c'est de très très bons sujets que vous discutez, Mathan, puis Nazim, puis de très bonnes questions, effectivement. C'est toujours un peu la limite de l'interface. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment la puissance de calcul, les possibilités qu'on peut faire, la manière de communiquer aussi. C'est complètement faramineux et fou si tu reviens ne serait-ce que 200 ans en arrière, que tu peux dire que tu peux communiquer de manière instantanée avec n'importe qui à travers le monde. Les gens seraient Ouais. prêts à te regarder, de dire que c'est de la sorcellerie. Il y a même encore des régions reculées qui sont isolées. Les gens seraient complètement dépassés, ce serait fou. Mais il y a des choses qui n'ont pas évolué de manière aussi rapide et c'est notamment les interfaces qu'on a avec les machines. On communique toujours par l'intermédiaire d'un clavier, souris, via un écran. On a un peu d'avancement avec la réalité virtuelle, effectivement, puis la réalité augmentée. On avait les Oui. HoloLens, on a le Apple Vision Pro, qui est un casque de réalité virtuelle augmentée. Donc il y a aussi cette volonté de simplifier, je dirais, euh, certaines communications pour que ce soit un peu plus naturel et que ça utilise aussi la spatialité. Parce que Oui. on est toujours un peu limité par une interface en 2 dimensions où c'est pas toujours très ergonomique. Puis on voit, je sais pas vous, mais bon, on est plutôt jeune quand même dans ce podcast. Mais j'imagine, puis surtout toi, Mathan, que en étant dans l'informatique, tu dois sûrement te faire poser des questions par peut-être des membres de la famille un peu plus âgés ou d'autres personnes qui se disent ah, tu peux te débrouiller avec les ordinateurs, tu dois peut-être pouvoir m'aider. Peut-être je me trompe, hein, peut-être Tout je fais le temps. totalement Tout le temps. voilà, tout le temps. Alors que c'est pas nécessairement, mais comme l'ancienne génération n'était pas habituée à évoluer dans un environnement qui évolue aussi vite aussi. Il ne faut pas oublier à quel point euh, ça ça passe tellement vite qu'on est un peu omnibulé par ça et que ça offre des gains de productivité, ça offre tout un chamboulement, c'est des gens qui perdent leurs emplois comme tu l'as mentionné Mathan, puis ça me permet d'enchaîner justement avec notre prochaine point d'exploration. Quelles seraient les conséquences que toi tu vois pour le marché du travail et les salariés étant donné les gains de productivité acquis avec l'intelligence artificielle? Bon, dans le marché du travail, c'est sûr que les conséquences que moi je vais voir, c'est la transformation d'emploi. Je donne un Mhm. exemple, c'est même arrivé récemment que je travaille. On n'a plus besoin de designers d'applications étant donné que l'intelligence artificielle le fait déjà. Cependant, on a besoin de quelqu'un qui est capable d'utiliser cette intelligence artificielle pour produire de quoi de présentable. Cela s'appelle du prompt engineering. Mhm. Euh, en français, ça ne me vient pas en tête. Mais c'est un nouvel emploi qui existe. Et ça, c'est un des emplois dont plusieurs vont être créés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de plus en plus en vigueur dans tout appareil. Mais donc la conséquence principale, ça va vraiment être la transformation d'emploi. Les Mhm. gens qui sont trop attachés à leur emploi et qui ne veulent pas de changement vont perdre leur emploi. Et les nouveaux jeunes qui sont prêts à tout vont avoir les nouveaux emplois. Ouais, c'est un peu, Ou je du moins pense, des gens disposés mentalement à le faire. Hein. Ça à ne le veut pas dire faire, bien quelqu'un qui a sûr. 50 ans qui ne va pas forcément évoluer. Hein. Ouais. C'est ça aussi. Juste pour revenir rapidement, Oui, le prompt engineering, c'est l'ingénierie de requête. Donc pour nos auditeurs, c'est une technique qui consiste à fournir des instructions détaillées aux modèles de traitement, des modèles de langage, donc ChatGPT, Gemini, etc., afin d'obtenir les meilleures, je dirais, les meilleures informations au problème qui est proposé ou à l'interaction que les gens ont avec l'intelligence artificielle. Parce que, comme on avait mentionné tantôt, il y a certaines manières, certaines choses qu'il faut prendre en compte quand on s'adresse à ces modèles-là, et il y a des manières optimales d'avoir les meilleurs résultats, bien évidemment. exactement. Puis pour toi, Valentin, justement, là, tu peux répondre par rapport à tes projets personnels, à tes expériences, de ce que tu as vu, mais tu peux aussi parler en général de ce que tu connais de ces par exemple de d'autres entreprises. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, justement, l'apprentissage de nouvelles formations, de nouvelles technologies dans un domaine qui est constamment comme ça en évolution, en changement? Euh,
Si on parle Est-ce que encore, tu trouves que c'est une opportunité pour toi? Est-ce que ça dépend c'est une des individus? opportunité. Ça dépend de chaque individu, c'est sûr et certain. Moi, je suis une personne qui, pas juste qui aime apprendre, mais qui apprend pour le plaisir. Donc, moi, une nouvelle formation, une nouvelle technologie, je saute sur la vague et je surfe avec. C'est vraiment quelque chose que j'aime de mon côté. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont trouvé leur stabilité d'emploi et ne veulent pas de nouvelles formations. J'en connais quelques-uns, dont je ne vais pas mentionner nécessairement, mais euh, ça dépend vraiment de la personne. Les personnes qui sont plus sur les tendances vont trouver cela plaisant. Les personnes qui sont un peu plus dans l'ancienne génération, peut-être moins. Surtout qu'on trouve en ce moment effectivement une explosion sur Internet, les réseaux sociaux de formation en ligne, où Oui. je pense que c'est un contexte qui permet également de faire ça. Effectivement, il y a l'intelligence artificielle qui permet de produire du contenu beaucoup plus rapidement, qui permet de supplanter et de déléguer certaines tâches qui demandaient du temps, comme le montage, la production audio, la rédaction de PowerPoint, de diapositives et de documents, qui demandaient un certain temps. Puis il y a le contexte économique où je vais pointer notamment l'exemple des États-Unis où il y a une explosion du coût pour l'accès à l'éducation. Et ça a créé une certaine opportunité dans le marché où les gens se sont dit pourquoi ne pas mettre à profit les compétences que moi j'ai acquises dans mon domaine et que, bon, ça peut laisser sujet à débat, mais que certaines personnes se disent je me considère comme expert, alors je vais donner ma formation puis éduquer les gens. Il y a des formations qui sont très bonnes, très complètes, même pour moi-même, pour en avoir fait. Ça donne des informations qui sont quand même assez difficiles d'accès. Et il y en a d'autres où c'est, on sent que c'est ressorti directement de ChatGPT ou que c'est Ouais, pas, un autre ouais, désavantage, c'est pas très qualitatif, disons. effectivement. Mais ce, ce serait, Vas-y. quelles compétences est-ce que tu considérais comme essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur, pour développer une entreprise aujourd'hui avec tout ce que l'on peut trouver sur Internet? Donc, il y a eu un pivot rapide, instantané, depuis que l'intelligence artificielle existe. Donc, en vrai, j'en ai quatre. La première, dans l'adaptabilité, la capacité de pivoter et d'adapter son entreprise à l'évolution du marché. L'intelligence artificielle, c'est maintenant un outil ancré dans la technologie. Donc, moi, du moins, qui est dans la technologie, et même des personnes que leur entreprise n'est pas dans la technologie, l'utilisation ou l'intégration de l'intelligence artificielle, elle est carrément obligatoire. Il faut trouver une certaine manière d'être dans Mhm, l'évolution de ce marché. mhm. Ensuite, ça serait des compétences de gestion. Donc, savoir gérer à la fois les ressources financières et humaines, quelque chose que malheureusement nous apprenons pas à l'école. Mhm. Il faut vraiment prendre des cours spécifiques pour. Donc, encore une fois, c'est essentiel, surtout pour les entrepreneurs. Avoir une vision claire et la capacité de transmettre à d'autres personnes. Donc, vraiment être confiant de sa vision, avoir une vision claire et nette, pouvoir grandir avec cette vision et la porter en réalité, un peu comme qu'on fait chez WebCity.dev pour autres entreprises. Et la résilience, la persévérance face aux échecs et aux défis, c'est crucial. Euh, Quand tu arrives à un mur, c'est de le prendre en note et à un moment donné, le labyrinthe va se trouver à être sur une map pour toi. Tu vas trouver ton chemin. Exact, effectivement. Puis je pense que ça peut rejoindre Nazim, ce que parfois on était amené à discuter dans nos requêtes d'avoir un besoin de cette adaptabilité quand on parlait des formations, d'avoir cette explosion de formation, qu'on avait vraiment des opportunités grandes d'apprendre, surtout quand on est, je dirais, quand on surfe un peu sur la vague de manière, euh, comment je dirais ça, hâtive, être dans les premiers, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup Oui. de gens qui utilisent beaucoup ces technologies. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Nazim? Oui, ben c'est vrai. Puis, je te dirais, par exemple, quand on a lancé ce projet-là de l'IA avec la chaîne YouTube sur les livres audio, donc les adaptations du format papier numérique au format audio, euh, justement, moi, ce que j'avais en tête, c'était toute l'explosion qui avait découlé de ChatGPT. Puis je me disais, ce serait quoi le bon modèle d'affaires, le bon marché, la bonne industrie. Tu sais, c'est aussi beaucoup une question de timing. Aujourd'hui, en 2024, lancer un réseau social, c'est très difficile. Juste l'autre jour, tu me parlais de l'exemple de Google+. Oublie, de nos jours, c'est très dur. TikTok est l'exception qui confirme la règle. Zuckerberg est au bon endroit au bon moment.
C'est pas pour lui enlever son mérite, mais je pense qu'il y a beaucoup une part de timing là-dedans. Puis, je te dirais que Puis c'est ils ont une ça. bonne Moi, la audience manière aussi, hein. Oui, tout à fait. Puis, moi, je te dirais, c'est ça. Moi, au moment que j'avais eu cette idée, par exemple, par rapport à la chaîne YouTube, l'intelligence artificielle, tu m'aurais parlé de ce projet-là 5 ans plus tôt, ça n'aurait pas marché, tu vois, parce que la technologie n'était tout simplement pas là. De nos jours, et on trouve ça difficile, tu vois, les coûts de production, former les gens par rapport aux nouveaux outils, tester ces nouveaux outils, apprendre à les maîtriser, à les accaparer, voir qu'est-ce que fait la compétition, puis se positionner là-dedans. Parce que tu sais, au final, l'entrepreneuriat, tu me confirmeras maintenant si tu es d'accord avec ça, au final, c'est l'art de se distinguer de ses concurrents. Si toi, tu as Oui, un niveau élevé en informatique, mais ton niveau élevé d'informatique, c'est l'équivalent, c'est un niveau élevé de 1980 en 2024, c'est un niveau débutant. Parce que la technologie a c'est tellement évolué exact. depuis 40 ans. C'est ça. Donc, c'est question de, par rapport à son époque actuelle, de la même manière que pour les athlètes olympiques, on ne va pas comparer le niveau de 2024 à 1924. Les athlètes, ça a beaucoup changé les disciplines, les règles, la dopamine, les stéroïdes, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Puis l'entraînement physique, le coaching, etc. euh, que de nos jours, à chaque année, il y a de nouveaux records. On le voit, par exemple, dans le monde des sports. Effectivement. Effectivement, je vais le dire en anglais, pardonnez-moi les auditeurs français, mais there's an old saying, je vais switch back en français, euh, ce qui marche, marche. Ce qui a marché a toujours marché. Mhm. Et il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes d'une génération plus vieille, qui le disent jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Ce qui a marché, marchait. Maintenant, il faut trouver ce qui va marcher pour le futur. Mhm. Ça va très Et très vite, hein. oui, trouver le bon positionnement. C'est ça, Extrêmement Ouais. vite. c'est pas de réinventer la roue, c'est juste de se dire, OK, moi, par exemple, je vais dire des bêtises. Je veux, là, je vais reprendre l'exemple de notre chaîne YouTube, je veux lancer des livres audio. Qu'est-ce que les autres ne font pas? Ah, il y a une langue qui est mal Exact. desservie. Ah, il y a une approche qui est quelque chose, c'est que les autres ne mettent pas de sous-titrage, ou ils mettent pas de bonne couverture, ou ils font pas de résumé de livre. Ah, ben moi, je vais ajouter ça. C'est par exemple à la fin de mes vidéos Exactement. ou en supplément. C'est des choses comme ça, exactement. Fait que, voilà. Et je te dirais, là, ça nous emmènera à notre prochain point. Justement, toi, durant ces dernières années, qu'est-ce que toi, tu penses de cet effet-là, justement, d'emballement et de peur, en quelque sorte de crainte? Alors, je te demande souvent un peu les deux côtés de la médaille. Tu répondras dans l'ordre que tu veux, euh, qui concerne l'intelligence artificielle au cours de ces dernières années. Moi, je pense que l'effet d'emballement autour de l'intelligence artificielle découle en partie d'un manque de compréhension du grand public sur ses capacités et limites réelles. Euh, L'intelligence artificielle n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut avoir peur, mais c'est normal d'avoir peur de quelque chose de nouveau. Regarde, encore une fois, je donne la grande découverte de l'Internet. Les gens avaient peur. Pour eux, c'était, on se fait voir de partout maintenant, on se fait surveiller. Et ça, avec l'intelligence artificielle, encore plus. Ton appareil t'écoute. Il sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, quand tu veux. Mais tout cela, c'est pour le marketing. Tout cela, c'est pour, d'une certaine manière, améliorer ton divertissement, ce qui n'est pas nécessairement bien, mais n'est pas nécessairement pas bien. Donc, c'est vraiment autour de l'éducation, la sensibilisation, pardonne-moi, euh, qui est essentielle pour démystifier l'intelligence artificielle et de montrer comment elle peut être de manière éthique et bénéfique. Tout a un bon, tout a un mal, comme tu as dit, et les deux côtés de l'épée. Mhm. Mhm. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu as dit, l'arrivée d'Internet. Moi-même, bah, nous trois, je dirais, pour l'avoir, je dirais, elle était témoin. Moi, je me souviens, c'était bon, c'était quelque chose de, c'était comme une expédition. Il fallait développer, bon, peut-être moins vous, mais euh, il fallait déconnecter le téléphone, on ne pouvait plus recevoir d'appels. Il y avait tout un tas de bruit du modem qu'il faisait pour communiquer avec, translater la communication sur les réseaux téléphoniques. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. C'était avoir accès à autant d'informations puis communiquer avec autant de gens. Euh, Exact. c'était quelque chose de malade. C'était vraiment quelque chose de fou. Et ça créait comme une poussée d'adrénaline et un emballement et effectivement, comme tu l'as très bien mentionné, cet effet un peu de peur qui est un peu un côté humain, moi je pense, sur l'existence humaine. Qu'est-ce que toi,
tu dirais seraient les plus gros obstacles ou de défis sur l'intelligence artificielle pour ces prochaines années? Donc, la première chose dont il est arrivé à dire pendant notre discussion, c'est établir des cadres éthiques et des réglementations pour guider le développement d'utilisation de l'intelligence artificielle. Encore une fois, si elle est bien guidée, comme tout programme, comme tout outil, eh bien, c'est un plus pour nous. Si c'est mal Mhm, guidé, si c'est utilisé un peu n'importe comment, mhm, eh bien, c'est qu'un mal. Donc, vraiment, l'éthique et la gouvernance. Ensuite, il y a le biais et l'équité, lutter contre les biais dans l'ensemble des données et assurer que l'IA bénéficie à tous équitablement. Des fuites de données, c'est des choses qui se sont passées récemment justement avec OpenAI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Des oui. compagnies l'utilisaient pour leur propre bien et se rendaient compte que d'autres personnes avaient, pour une raison X, accès à des informations privées. Et ce, de la façon que l'OpenAI ChatGPT a été programmé, ce n'était pas assez sécuritaire. Donc, vraiment, guider, contrôler cet outil qui est gigantesque, en vrai, si on y pense, qui vient à mon troisième point, qui est la sécurité et la confidentialité. Protéger la vie privée des individus à l'ère de l'IA omniprésente et de faire en sorte que l'utilisation de cet outil est complètement cryptée. Notre information personnelle doit rester personnelle. Mhm. C'est un peu des enjeux. Je ne sais pas, Nazim, si tu as suivi avec la conférence Apple qui planifie d'utiliser justement ChatGPT et Oui, OpenAI Tout à directement fait. intégrés pour remplacer Siri, leur Tout à assistant fait. personnel, où ils sont limités Oui. d'ailleurs, hein, cette question d'éthique et de protection des données. Euh, Apple Intelligence sera tout simplement pas disponible en Europe sur le prochain, donc sur la prochaine version de macOS, de iOS et du prochain iPhone. Ce ne sera pas quelque chose qu'ils pourront commercialiser en Europe à cause de ces questions-là sur la vie privée et sur la confidentialité des données. Exact. mais c'est là que tu vois qu'on vit dans un monde hyper capitaliste, hyper financiarisé, où est-ce que tu as tellement de compagnies qui sont interdépendantes les unes des autres. Si tu veux garder ton positionnement dans le marché et puis dire que le prochain iPhone, le prochain Mac va faire la concurrence face aux prochains Android, aux prochains Samsung, aux Google Pixel, ils sont obligés de faire ça. Ça dénote d'eux qu'ils ont pris un retard sur le développement de l'IA. Pense juste à Meta. Quand ils ont vu venir ChatGPT, ils ont dit, oups, on a pris un train de retard. Nous, on va se positionner comme une compagnie d'intelligence artificielle puis on va développer Meta AI, mais un peu plus tard, puis on va le faire à notre manière à nous. Tu vois, c'était une autre manière d'utiliser l'IA. Google, par contre, ils l'ont très mal pris. Tu as vu comment ils ont réagi avec Gemini et tout. Ouais. Microsoft, eux, ils ont été, on va dire, je ne sais pas si on peut dire que c'est les plus intelligents du groupe, mais en tout cas, ce sont ceux qui se sont dit, mais reprenons la balle au bon, puis fusionnons avec OpenAI, en tout cas en partie. Ouais. Ça crée une situation de codépendance parce que l'un ne peut pas séparer l'autre. OpenAI a besoin du cache de Microsoft qui est plus gros et Ouais. Microsoft n'a pas la technologie d'OpenAI sur l'IA. Donc là, il l'utilise pour Bing. Donc, là, on s'est demandé qui est des deux joueurs, celui vraiment qui décide. Mais bon, euh, mais c'est là qu'on voit vraiment que on est vraiment entré dans un monde de l'hyperdépendance. Et Oui. justement, je ne sais pas, bon, si tu veux, tu peux répondre là-dessus maintenant avant qu'on passe à la prochaine, aux prochaines questions. Je ne sais pas si tu avais un mot à dire là-dessus sur ce que je viens de mentionner. Non, pas de moi à rajouter dans le fond, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Nazim. OK. Ben, justement, là, Lenny venait te demander donc les plus grands obstacles. Je vais te poser la question contraire. Donc, toi, c'est quoi les projets, selon toi, les plus prometteurs des 5 prochaines années dans le domaine de l'IA? Donc, encore une fois, comme mentionné précédemment, que l'intelligence artificielle dont on a aujourd'hui est vraiment très humain, d'une certaine manière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tâches et pas assez de personnes qui travaillent en santé. Donc, l'intelligence artificielle en santé, le progrès de la médecine personnalisée, diagnostic plus précis, gestion des maladies chroniques et ainsi de suite. Vraiment, un des gros projets prometteurs. C'est quelque chose qui utilise de plus en plus et développe de plus en plus également et que je suis euh, de très proche, étant donné que ça m'intéresse beaucoup. Excuse-moi de Ensuite, il y a... t'interrompre. Oui, pardon. Avant que tu passes au prochain, est-ce que tu fais référence, est-ce que toi, tu as entendu parler de Calico? Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est l'entreprise euh, de Alphabet. Donc, il y a deux entreprises hein, dans le domaine
médecine, ou en tout cas de l'immortalité, qu'ils ont le projet de développer. Il y a, je pense, Ouais, Venture, qui est le fonds d'investissement de 2 milliards, où est-ce qu'ils rachètent d'autres entreprises, et Calico, où est-ce qu'ils font des développements technologiques. Et il y a aussi, je pense, Google X. Et ils ont vraiment le projet exact. de développer le premier homme immortel. Certains avaient même prédit que le premier homme immortel, à pas confondre avec immortel, parce que ça, honnêtement, je n'y crois pas. Euh, on trouvera une manière ou d'une autre de tuer l'homme. La question, c'est Oui. plutôt, est-ce qu'on est limité par notre condition biologique? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un être humain qui, à chaque décennie, change de poumon, change de cœur et qui, tu vois, saute ses verrous biologiques? C'est une excellente question. C'est sûr que ça va loin. Et ce, si j'y pense, encore une fois, comme l'intelligence artificielle qu'on a, étant donné qu'elle est très humaine, est-ce qu'elle va être utile à développer l'humain immortel? Peut-être pas encore. On va attendre la prochaine génération d'intelligence artificielle qui pense au-delà de l'humain, quelque chose autre. Comment est-ce qu'on peut arriver à succomber à ces... Est-ce que c'est un problème? La dégradation ou la mort, je ne pourrais pas vraiment le dire, c'est très naturel. Mais pour succomber à cela, ça va être vraiment avec l'intelligence artificielle de la prochaine génération. Donc, j'y crois pas encore. C'est sûr que c'est quelque chose que je suis effectivement de très proche également. En vrai, tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle et l'avancement technologique, c'est in my bucket, comme on dit. Tu sais, la question du naturel vs l'artificiel, c'est une question très profonde en philosophie qui est beaucoup débattue en Oui, philosophie des sciences et philosophie des sciences de la vie. Et je me rappelle dans mes cours à l'université en philo, justement, on débattait de cette question. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'homme est une chose externe à la nature qui vient la corrompre, qui vient la modifier dans le mauvais sens du terme? Ou est-ce qu'au contraire, il faut voir l'homme comme une force de la nature à part entière, comme si on était un tremblement de terre, un tsunami. Et tu sais, beaucoup, par exemple, de spécialistes, justement, de la théorie du grand effondrement. J'ai vu c'est quoi le terme de cette discipline. Donc, si Lenny, tu le retrouves, merci de me corriger. Euh, mais il voit l'être humain et toute l'anthropocène, donc les 500 dernières années, l'évolution de l'homme, comme étant la sixième extinction massive. Est-ce que selon toi, tous les changements qu'amène l'homme n'est pas une part de la nature qui va entraîner dans son sillage, dans son mouvement, tout le reste de la nature? Quitte à faire une extinction massive, qui a transformé la météo, quitte à transformer la planète et les autres mondes. Qu'on arrive à du geoengineering finalement. oui. Littéralement, Ben, écoute, littéralement. l'humain, d'après moi, et ça, c'est vraiment, c'est personnel à moi, mais l'humain est très, comment dit-on cela en anglais, en français, pardon, selfish. Égoïste? Il regarde son égoïste. Il regarde son propre nombril. Pour toute chose que l'être humain fait, que C'est ce vrai, soit c'est pour vrai. sauver la Terre, entre guillemets, Mhm. qu'en vrai, c'est sauver notre habitat, que ce soit pour découvrir l'espace, qu'en vrai, c'est pour s'enfuir de notre habitat, et ainsi de suite. Donc, tout ce que l'humain fait, Est-ce que c'est sûr que ça paraît un peu surnaturel, mais ça reste que quelque part, c'est la nature humaine qui reste malgré tout très naturelle. C'est la conscience. La conscience est aussi destructive que créative. c'est Donc vrai, toi, il y a la tu vois pas possibilité des l'homme. deux. Ah, ouais, excuse-moi, Lenny, c'est pas pour t'interrompre. Mais oui, j'allais te dire, pour toi, l'homme n'est pas partie de la nature, c'est une chose qui vient la corrompre, qui vient l'accaparer, la posséder et la ramener à lui-même toujours d'une manière égocentrique, de manière anthropocentrique. L'être humain, peut-être pas. L'être humain est très naturel, mais la conscience, oui. La conscience, c'est quelque chose que, et disons la conscience que l'être humain détient, et non la conscience qu'ils ont trouvée dans d'autres êtres vivants. Je parle vraiment de la conscience de l'être humain Mhm, qui est vraiment surnaturelle et très égoïste, malgré ce qu'on pense. mhm. Effectivement, effectivement. Je voulais juste apporter quelques précisions à propos de pas mal de sujets qui ont été discutés afin de ne pas trop perdre nos auditeurs. De très belles discussions et vraiment de beaux points de vue. Vraiment, quel échange. Je dirais donc entre immortel, juste pour préciser sur immortel et amortel, parce que moi-même, je n'étais jamais posé la question d'immortel. Les êtres immortels Ouais. sont immunisés contre la mort due au vieillissement ou aux dommages physiques, et c'est ce qu'effectivement, on entend beaucoup que la science avance dans ce sens-là pour essayer d'augmenter, je dirais, l'espérance de vie humaine. Moi, personnellement, je préfère juste vivre ma vie et un jour retourner d'où je viens. Et les êtres amortels ne sont immunisés que contre les effets du vieillissement et de la maladie.
Voilà, c'était la Oui, petite D'accord. précision. Ok. Moi, je pensais que la différence, c'est qu'immortel, c'était dans le sens absolu. C'est-à-dire que même jeter un cerveau humain dans un soleil, ça ne le tuerait pas. Mhm. Et que amortel, c'était dans le sens qu'on pouvait changer de, comment dirais-je, de contenant, changer de substrat, et c'est-à-dire passer, par exemple, d'une existence biologique à une existence numérique, par exemple, dans laquelle on serait affranchi de nos limites biologiques et que oui, techniquement, si tu débranches la machine, tu sautes tous tes serveurs, tu lances une bombe nucléaire sur les bases informatiques, oui, on serait mortel, Mhm. mais que ça ne serait pas comme aujourd'hui, quoi. Parce que de nos jours, il n'y a pas grand-chose qui peut nous tuer. Demain, tu traverses la rue, tu ne regardes pas à droite et à gauche, une voiture te frappe, un arrêt cardiaque est vite arrivé. Mhm. oui, ça rejoint bien ce que Lenny a dit. Ouais, En vrai, à Mortel, ça existe déjà, c'est les personnages de jeux vidéo. Ils meurent seulement quand tu désinstalles le jeu. c'est vrai. C'est vrai, techniquement, vu que la, la data, la donnée réside est Exact. encore vivant, donc il est encore là, est encore Et présent, là, donc et on là, pourrait tu viens dire... d'ouvrir une boîte de Pandore, matin, que tu n'aurais pas dû ouvrir parce que c'est entre la question des simples, le monde, un monde dans un monde dans un monde, la question de la matrice. Ah, Est-ce que ça c'est les une autre êtres de jeux discussion. vidéo sont des êtres existants au même sens que nous, d'un point de vue ontologique ou pas? Là, tu as ouvert une question très Pas épineuse. encore. Pas encore, mais malheureusement, ça s'en vient à grands pas. Car encore une fois, comme que j'ai dit, l'intelligence artificielle est très humaine aujourd'hui. Installer l'intelligence artificielle dans un personnage de jeu vidéo, ça peut créer certains problèmes. Bah, il y avait, pour en finir rapidement là-dessus, un des défis que l'intelligence artificielle a, c'est que ça consomme énormément de ressources en eau, Oui, en électricité, puis même ne serait-ce qu'en minerais, pardon, minerais rares et en terres rares. oui. Faut penser aux tous les serveurs, etc. Eh bien, il y a des équipes de chercheurs qui ont réussi à cloner des cellules nerveuses, en fait des cerveaux humains, et de leur faire exécuter des commandes, et qui peuvent les réunir sous forme de clusters, donc de regroupements, et de les faire fonctionner de manière synchronisée, de la même façon que l'on fait avec des différents nœuds de serveurs, avec différents ordinateurs connectés en Ah. réseau. C'est absolument phénoménal et sidérant, donc peut-être qu'on n'est pas si loin que ça de cette ère-là. Messieurs, je vois Effectivement. que le temps avance, donc on va peut-être avancer vers les mots de la fin si vous voulez bien. Euh, Mathan, une question pour toi. Si tu avais une ressource, que ce soit un outil, un livre, un film, ou, etc., à recommander à nos auditeurs, laquelle recommanderais-tu? Donc, j'ai un site que j'ai trouvé récemment qui se nomme There's an AI for that, qui veut dire qu'il Mhm, y a une intelligence artificielle pour cela, mhm. qui est un site web qui utilise lui-même l'intelligence artificielle pour trouver autre outil d'intelligence artificielle. Vraiment recommandé. Il y a toutes sortes de ressources et d'outils intéressants, que ce Ok, soit pour la création d'images, vidéos, audio, ou que ce soit pour t'aider dans toutes les tâches que tu as chaque jour. C'est vraiment ok. intéressant. So, there's an AI for that. There is an AI for that. Ok, il y a une intelligence Exactement. artificielle pour ça. Waouh. Effectivement, Exact. c'est un site qui est intéressant, c'est incroyable. C'est vraiment comme Nazim t'a dit tantôt, la boîte de Pandore ou les poupées russes. Voilà. Hein, c'est l'intelligence artificielle qui trouve d'autres intelligences artificielles. Enfin, la boucle est bouclée C'est maintenant. quelque chose. C'est quelque chose. Pas juste cela, en créant un compte, ça te recommande aussi, dépendamment de ce que tu aimes, des intelligences artificielles dans le même disons, la même sphère dont tu aimes. D'accord. Bon, Très intéressant. Mhm. comme tu sais, on a un auditoire qui s'intéresse à la littérature et qui écoute les livres audio. Est-ce que toi, tu aurais justement un livre à recommander à nos auditeurs? Je suis un peu moins dans les livres, un peu plus dans les sites. Euh, donc, je ne pourrais pas te dire non. Non? Ou bien une chaîne YouTube ou un autre podcast, je sais pas, une Moi, personnalité Non sur Internet. plus. comme livre, on Non plus, pourrait. je passe vraiment mon temps sur le web si c'est pas en programmation de mon entreprise. Donc, pour tout ce qui est vidéo YouTube, film, il n'y a rien qui me vient en tête en ce moment dans ce domaine, disons. Comme livre, on pourrait recommander 1984 pour rester dans le thème de nos derniers sujets de discussion. Ah oui, tout à fait. Mais tout à fait. Non, c'est vrai. Mais 1984, je te dirais ça, on pourrait le recommander dans pas mal d'autres émissions également parce que Ça, c'est c'est vraiment un sûr. livre Hein. d'actualité. Ouais, tout à fait.
effectivement. Sinon, Matane, tu avais un mot de la fin, un mot que tu aimerais partager aux auditeurs. Ça peut être un conseil, ça peut être simplement, je sais pas, un message d'espoir ou peu importe. Ce serait Bien bon. sûr. Donc, déjà, petite recommandation, pour moi, c'est commencer par apprendre la logique de l'informatique et acquérir les bases de la programmation. C'est essentiel. Tout s'en va vers ce domaine. Donc, la logique de l'informatique n'est pas nécessairement savoir programmer. C'est vraiment juste comprendre comment que les appareils et tout autour de nous fonctionnent. Donc, très intéressant. Des cours en ligne qui se trouvent à être disponibles et des livres également. Rien qui me vient en tête en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça ouvre les yeux sur le monde dans lequel nous vivons. Ça dévoile des moyens de mieux vivre avec l'évolution technologique qui évolue exponentiellement, comme mentionné précédemment. Mhm. Sinon, c'est l'apprentissage et l'exploitation quasiment de l'intelligence artificielle qui est à notre avantage. C'est crucial avec la technologie qu'on a autour de nous. Beaucoup de personnes ne veulent pas y toucher. Je le comprends, mais il le faut. Et c'est maintenant que ça se passe avant que ça devienne tout automatique. Et voilà, donc pour moi, vraiment, c'est oser être mauvais dans quelque chose de nouveau. Cela ouvrira des portes dans le labyrinthe de la vie. Et si jamais tu rentres dans un mur, prends-en note, car éventuellement, tu seras maître de ton labyrinthe et tu sauras te déplacer avec le moindre effort. Garder la tête haute, marcher droit, ne pas lâcher les rêves et utiliser les outils qu'on a. On a tellement, tellement d'outils. Mhm. C'est beau, c'est très très beau. C'est vraiment un beau mot de la fin. On termine donc ce podcast sur une note positive. Effectivement, Oui. c'est après les divers sujets que nous avons couverts. Je ne sais pas si toi, Nazim, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, ben, j'allais te dire, on est d'accord, Lenny. On le réinvite alors Ah pour une bah, prochaine émission, Avec ah, prochain plaisir, épisode. avec plaisir. ah ouais, moi Et je. on laissera, on laissera en description de la vidéo, puis également dans la vidéo, les références pour accéder à tes coordonnées ou enfin tes sites Internet. Si les auditeurs aimeraient te joindre, que ce soit pour en savoir plus, devenir client ou même collaborateur avec toi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à contacter ma tante, ça va lui faire vraiment grand plaisir, et un grand soutien d'aller l'aider. Et vraiment un grand merci d'être avec nous. Donc merci ma tante et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci Merci Nathan. beaucoup. Allez, salut.